Et tu dis qu'il n'y a aucun temps de téléchargement Ouais, et une autonomie illimitée? ouais, Mais c'est génial. et ouais. Et comment s'appelle cette technologie? C'est connu sous le nom de livre générique. Eh mais casse-toi! Quoi? Attention derrière! Le Marcus Major Show. Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Soyez les bienvenus dans cette émission consacrée à l'écrivaine Malika Madi. Je connais son travail depuis de nombreuses années et il me tenait à cœur de vous le faire découvrir, si ce n'est pas encore le cas, bien entendu. En plus, cette émission est un méga combo de plein de choses. J'adore son travail. Le mois passé se tenait à Bruxelles la Foire du Livre et le 8 mars était la Journée internationale de la femme. J'ai donc été tourner cela dans le centre culturel de Molenbeek où Malika y anime des ateliers d'écriture. Et d'ailleurs, j'ai pu ramener de bien merveilleuses choses de Molenbeek. Des pâtisseries marocaines. Ah, elles étaient trop bonnes. Marcus Hmm. Marcus Les gars, je pense qu'on l'a perdu là. Nous allons maintenant voir la séquence et on se retrouve juste après. Eh bien, nous sommes en compagnie de Malika Madi. Un grand merci en tout cas d'avoir accepté cet entretien et que je te propose le tour de magie en rapport avec le thème abordé. Et en fait, j'ai pas de questions. Je voulais simplement dire publiquement devant la caméra à quel point j'admire ton travail. Merci, Allez, Marcus. merci, au revoir à tout le monde, à la prochaine. Non, quand même pas. Non, en fait, voilà, donc le but des entretiens et des interviews est de se détacher un peu de ce qu'on peut trouver sur Internet. Et il faut dire que ta page Wikipédia est quand même assez complète et résume bien quand même pas mal de points. Et sur justement cette page Wikipédia, on peut lire que tu as commencé l'écriture par passion. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a justement amené à cette passion-là? Est-ce que c'était un besoin de coucher sur le papier tes sentiments? Est-ce que tu avais quelque chose à raconter? Est-ce que c'était comme un journal intime? Est-ce que tu peux expliquer? Alors, l'écriture, en fait, d'abord, c'est une passion pour moi. C'est vraiment une passion, c'est un besoin. Donc, moi, j'écris vraiment par nécessité. Aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. Donc, j'écris pour le théâtre, j'écris des romans, j'écris aussi pour le documentaire. Enfin, je varie un peu les plaisirs de l'écriture. Mais au départ, c'était une envie, un besoin de petite fille, voilà, d'exprimer des choses par le biais de l'écriture. Parce que dès que j'ai su écrire, j'ai pris conscience du pouvoir de l'écriture, c'est-à-dire du pouvoir que l'on pouvait avoir à créer un monde imaginaire, justement, un peu comme une magicienne finalement, où on est maître d'un univers, on crée des personnages, on leur donne vie, on leur donne une âme, on leur donne des émotions, des sentiments, une personnalité, un destin. Donc c'est quand même une envie d'abord, voilà, de se fondre et d'entrer dans un univers qui est le nôtre, mais en même temps magique, parce qu'il y a énormément de possibilités, de variétés, de compositions, de destins différents. Donc ça, j'en ai pris conscience toute petite. Et c'est vrai que c'est un peu comme un sport qu'on fait, un sport extrême, où on a toujours besoin de revenir vers ça, parce qu'il y a une adrénaline, il y a comme ça une sorte de nécessité de retrouver cette jubilation. Et donc ça ne m'a jamais quittée. Et un jour j'ai voulu en faire, c'est un peu prétentieux de dire ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné je me suis demandé ce que j'allais faire et l'écriture s'est imposée et par miracle ça a plu et j'ai continué tout simplement. D'accord. Et justement, on remarque cet intérêt dans le livre Nuit d'encre pour Farah, cet intérêt pour l'écriture. Est-ce qu'il y a un quelconque lien? Est-ce que c'était un besoin ou est-ce que c'est vraiment une volonté qui avait un lien entre justement ta passion étant toute petite et Farah? Alors, quand je dis écrire et évidemment inventer des personnages, c'est aussi pour dire quelque chose. Voilà, c'est écrire pour transmettre. Mon envie, c'est aussi de mettre un projecteur sur des
des destins un peu troublés, un peu des remises en question, des difficultés de vie aussi. Donc évidemment, comme ma vie est tout à fait banale et je dirais sans grand intérêt, donc j'essaie d'observer autour de moi des destins qui me touchent, souvent dramatiques, en tout cas où la personne se remet profondément en question. Et Farah, c'est vrai que c'était pour moi l'envie et la nécessité à l'époque, quand je l'ai écrit il y a maintenant 15 ou 16 ans, de parler de la difficulté d'être issu de l'immigration. Voilà. C'est-à-dire qu'on est en Belgique, on est en Belgique et puis on grandit en Belgique avec des parents qui viennent d'ailleurs. Et comment on compose avec cette culture d'origine dans un pays qui ne partage pas forcément, qui ne partage plus les mêmes valeurs, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient culturelles. Et donc c'était cette composition-là qui m'intéressait. Et Farah, oui, c'est une jeune adolescente qui va être tiraillée entre la culture de ses parents, celle de sa vie en Belgique, et surtout c'est l'histoire d'un mariage forcé. Donc c'était aussi de parler du mariage forcé, en sachant qu'aujourd'hui, il y a encore 90 000 mariages forcés, par exemple en France. Je ne connais pas les chiffres en Belgique, mais je sais qu'en France, chaque année, 90 000 hommes et femmes, parce qu'on ne parle que des femmes, il y a aussi des hommes qu'on oblige à faire un mariage forcé. Donc c'est un thème qui reste d'actualité, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je continue à faire des rencontres en classe, parce que j'en fais beaucoup. Je vais rencontrer des jeunes dans les écoles, après être invitée par les enseignants, donc les enseignants me demandent de venir intervenir, et je parle encore de ce livre 15 ans après sa publication. Donc c'est que le sujet reste d'actualité malgré tout. Tout à fait, tout à fait. Et en restant dans les liens justement, donc on a Farah qui voulait devenir institutrice, professeure de littérature plus précisément, et on a donc Zora dans les séances de Médéa qui était justement institutrice. Oui. Est-ce qu'effectivement on peut faire un lien entre les deux, ou ça n'a aucun rapport, c'est le hasard? Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Hein. Je crois qu'il y a probablement... Maintenant, c'est pas réfléchi. Quand j'ai écrit les séances de Médéa, donc le roman qui suit Nuit d'encre pour Farah, en effet, Zora est une institutrice en Algérie qui va être victime du terrorisme pendant les années noires en Algérie entre 90 et 2000. Donc c'est clair qu'il n'y a pas de hasard. Probablement que j'avais moi-même... Moi j'aime aussi être entourée de jeunes. Voilà, j'aime être dans une classe, pas donner cours parce que ça c'est... Voilà, j'ai pas de prétention à donner cours, mais certainement à échanger avec des jeunes. Donc c'est pour ça que je le fais depuis longtemps maintenant, que j'en fais énormément chaque année. C'est un vrai bonheur pour moi d'être dans une classe et d'avoir ce lien avec des jeunes, de pouvoir communiquer avec eux, de pouvoir les entendre aussi sur leur prise de position. Donc cet échange avec les adolescents me fascine, me touche beaucoup, et je crois qu'il n'y a pas de hasard si mes deux personnages sont des femmes qui se destinent à l'enseignement. En tout cas, Farah se destine à l'enseignement et Zora, elle, est déjà enseignante. Donc c'est que quelque part, au fond de moi, j'aime ça, et que mes personnages ont ce lien aussi avec les jeunes. Ouais, et du coup, on se retrouve justement dans cet univers d'ancienne classe avec le tableau derrière et tout ça, donc ça se prête vraiment pile poil à... Tout à fait, sauf que nous ne sommes pas dans une école, nous ne sommes plus dans une école, c'est le centre culturel donc de Molenbeek, nous sommes ici à Molenbeek, donc c'est... Nous sommes à Molenbeek. Oui, mais donc ça veut dire que je suis arrivé avec tout mon matériel ici, que rien ne m'est arrivé. Pas encore. Que rien ne m'est arrivé, que nous sommes à Molenbeek. Tout à fait, oui. Comme quoi, fais attention. Ce que la télé dit n'est pas toujours exact. Donc c'est le centre culturel de Molenbeek. Donc voilà, donc c'est une ancienne école qui en fait devait être, je crois, rasée, ou voilà, on devait la détruire, et le bourgmestre, donc Philippe Moureau, dans les années, si je ne me trompe pas, les années 90, s'est dit tiens, ce serait dommage de détruire ce lieu, pourquoi ne pas le transformer en centre culturel? Et donc c'est devenu le centre culturel de Molenbeek, où des ateliers ont lieu, et où on a joué notamment ma première pièce qui s'appelle Sucre, venin et fleurs d'oranger, une pièce que j'ai eu la chance de travailler avec des femmes
qui sont molenbeekoises ou pas toujours, mais enfin des femmes, voilà. Et c'est une pièce qui tourne pour l'instant en Belgique, donc c'est un succès et c'est quand même assez génial. Qui est aussi une pièce sur la transmission, donc sujet toujours central dans mon travail, la transmission des générations, ce qu'on transmet à nos enfants, à nos petits-enfants et ce qu'on omet de transmettre, est-ce qu'on devrait transmettre ou ce qu'on ne devrait plus transmettre. Voilà, donc ça c'est aussi pour l'instant ce qui me travaille au niveau du travail littéraire et théâtral. Pour continuer sur les silences de Médéa, quand je l'ai lu, j'ai été incroyablement surpris. Parce que finalement, arrête-moi si je me trompe, mais le livre a été écrit en 2003. Donc le printemps arabe a commencé en décembre 2010, Oui. avec tout ce qu'on connaît, qui a entraîné avec l'État islamique, etc. J'avais l'impression de lire un livre de 2015 en fait, ce qui est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que l'Algérie a connu la guerre civile, disons fomentée par le terrorisme islamique avant les autres. Donc déjà, oui, disons 89, les premiers mouvements, et puis en 90 et jusqu'en 2000, oui, pendant 10 ans, ce pays a été complètement, sans dessus-dessous, enfin voilà. Donc et c'est vrai que l'Algérie a connu cette période-là avant les autres, probablement aussi parce que ma volonté dans ce livre, bon, tu l'as vu, c'est surtout le prisme des femmes. Donc ça, c'était pour moi intéressant d'essayer aussi de comprendre les choses par le prisme des femmes, parce qu'elles sont toujours pas toujours, souvent les premières victimes aussi du terrorisme et de la guerre civile. Et dans ce roman, j'avais envie de parler plus précisément des viols collectifs. Parce que le viol collectif est une arme de guerre depuis toujours. Déjà chez nous en Occident, pendant la Première, Seconde Guerre mondiale, les femmes ont été victimes de viols collectifs. Les historiens n'en parlent pas tellement, il n'y a pas beaucoup. En tout cas, moi, j'ai pas eu écho ou j'ai pas eu accès à énormément de littérature évoquant le viol collectif en temps de guerre. Donc, quand j'ai voulu m'informer, quand j'ai voulu essayer d'avoir des éléments de travail, enfin de la matière pour écrire ce roman, je me suis retrouvée face à pratiquement pas beaucoup de bouquins. Donc, c'est clair que moi, j'avais envie de travailler, de voir cette guerre civile algérienne sous le prisme des femmes, même si je parle des hommes et des enfants aussi qui ont été victimes. Mais oui, en effet, c'est vrai que c'est un roman qui malheureusement reste d'actualité. Aujourd'hui, l'Algérie s'en est sortie, donc elle est dans un boom économique et elle remonte la pente. Il y a toujours des difficultés, évidemment, je ne dis pas que l'Algérie est dans une situation idéale, mais ça va beaucoup mieux. Mais elle a dû passer par cette phase justement de grosses fractures sociales et de grosses fractures politiques en tout cas. Alors, au-delà de toute l'admiration que j'ai pour toi et pour tout ce que j'ai déjà lu venant de toi, que ce soit les deux bouquins ou quand je t'ai connu avec un essai que j'ai lu il y a de nombreuses années maintenant, tu m'avais dit que c'était l'essai sur justement Je ne suis pas raciste, mais Oui. je ne suis pas sûr que ce soit celui-là, mais j'imagine que c'est celui-là, j'imagine que c'est celui qui a Oui. circulé le plus Oui. sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, au-delà de toute l'admiration que j'ai pour ton travail, je dois avouer que ce livre, donc Je ne suis pas raciste, mais je trouve qu'il devrait être vraiment d'utilité publique. Parce que je pensais, moi qui m'intéresse à beaucoup de cultures différentes, pas uniquement musulmanes bien entendu, mais moi qui pensais bien connaître quand même la culture musulmane, je me suis rendu compte que j'avais encore pas mal de lacunes à gauche, à droite. Il est vraiment super intéressant et en plus il est neutre dans le sens où tu prends pas vraiment parti, vous, parce que tu l'as coécrit avec donc Hassan Boussetta, mais donc tu expliques effectivement et tu essaies de casser effectivement les clichés, mais tu restes neutre dans le sens où on pourrait dire oui, elle ne va que mettre la culture musulmane en avant, mettre les Arabes en avant, mais tu dis oui effectivement il y a ceci ou cela qui n'est pas logique, mais il faut savoir que, et tu donnes des explications par rapport à ça. Alors la question par rapport à ceci est toute bête. J'imagine que c'était dans la logique de casser les clichés, mais est-ce qu'il y avait autre chose derrière ? Alors, je ne suis pas raciste, mais d'abord, c'est le fruit de rencontres, voilà, dans les écoles. Donc, paradoxalement, j'ai commencé ces rencontres en classe en 2001. Voilà. Alors, en 2001, c'est une année évidemment assez marquante dans l'histoire de l'Occident, en tout cas avec les attentats à New York.
Et donc, j'ai commencé à faire des animations en classe à ce moment-là, et je me suis rendu compte que les enseignants me demandaient de venir parler évidemment de Nidor Pourfara. C'était mon premier roman, c'était celui-là qui était à ce moment-là entre les mains des élèves. Et je m'apercevais que ces enseignants me demandaient, à moi écrivain d'origine algérienne, belge d'origine algérienne, d'avoir une réflexion beaucoup plus large, en tout cas d'avoir des réponses aux questions des jeunes qui dépassaient mes compétences. Où on posait des questions qui relevaient plutôt de l'ordre des théologiens ou des sociologues ou des anthropologues ou des politologues, ce que je ne suis pas du tout. Et je me suis rendu compte que les enseignants avaient réellement un problème de vraies difficultés à essayer de comprendre l'actualité sous le prisme, disons, de l'enseignant qu'il était. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas formés, parce qu'ils sont romanistes, parce qu'ils sont ou profs de religion, ou profs d'histoire géo. Et donc, j'ai eu envie, au bout de plusieurs années, de me dire, enfin, de travailler avec des jeunes en disant: écrivez-moi un texte sur la perception que vous avez de l'autre, comment vous percevez l'autre qui est différent. Et donc j'ai eu 1600 textes voilà, que j'ai récoltés, et j'en ai parlé donc à Hassan Bousseta, qui est un ami que j'aime énormément, qui voilà, quelqu'un d'extrêmement ouvert et d'extrêmement érudit aussi. Et on a écrit ce livre qui vient répondre à toutes ces interrogations-là. Mais je voulais un livre très simple à lire, sachant que les jeunes n'aiment pas lire, voilà, que c'est quelque chose qui les rebute aujourd'hui. Et les essais, alors qu'on leur dit un essai, évidemment, ça les effraie énormément. Donc j'avais demandé à Hassan, est-ce qu'on soit le plus simple possible, le plus concis, le plus précis, pour répondre à des tas de questions qui relèvent réellement des questions d'actualité. Qu'est-ce que le terrorisme ? Qu'est-ce que l'islam ? Quel est le symbole du voile ? Parce qu'on parle beaucoup du voile, mais qu'est-ce que c'est réellement le voile ? Et c'est vrai que de travailler avec Hassan me donnait une crédibilité que je n'avais pas moi en tant que romancière, parce que lui, évidemment, en tant que chercheur, a accès à des ouvrages, à des recherches, enfin à des choses, à des rapports de sociologie, etc., dont je n'ai pas forcément moi accès, auxquels je n'ai pas accès. Donc c'est clair qu'avec Hassan, on a collaboré à ce livre, mais on est parti aussi du principe qu'on ne voulait pas, en effet, d'un plaidoyer pour la défense de l'immigration ou de l'islam. C'était pas notre envie. Notre envie, à Hassan comme à moi, et ça c'est un point commun qui nous lie, c'est que notre travail, lui, en tant qu'universitaire, moi en tant qu'artiste, c'est de créer des ponts. Voilà, c'est de dire, on est dans une société fracturée. De plus en plus, voilà, on entend encore l'actualité, et notre envie à nous, c'est de faire des ponts entre le pays qui nous a vu naître, voilà, qui est la Belgique, parce qu'on est belge intrinsèquement et qu'on est belge viscéralement et de manière très intime. Voilà, moi je suis née ici, j'ai grandi ici, c'est mon pays, mais en même temps nos parents viennent d'ailleurs, et que nos origines aussi nous construisent. On n'est pas, voilà. Donc l'idée des ponts, ça nous intéresse beaucoup, et c'est pour ça qu'on ne voulait pas, on ne voulait pas certainement, mais on a fait attention aussi, on a œuvré, on a été vigilant à ce que ce livre ne soit pas un plaidoyer ou voilà, un livre de défense de notre religion, de notre culture, ou que sais-je. Donc voilà, donc on a été attentif à ça, c'est la raison pour laquelle en effet on ne prend pas position, mais on explique les choses simplement. Tout à fait. Et tu as fait justement mention au moment où tu as commencé à recueillir donc tous les témoignages, donc 2001, la fameuse année fatidique, je vais dire, qui marque quand même d'une pierre un événement bien précis. Et moi j'aimerais paraphraser le rappeur Kerry James, et tu me contrediras ou pas là-dessus, mais il dit on a l'impression de manière générale que avant 2001 il n'y avait pas de musulmans, et que après 2001 non seulement il y avait des musulmans partout, mais en plus des musulmans méchants. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que cette phrase me parle énormément, parce que c'est vrai qu'au jour le jour tu constates ça de manière très forte, et parfois plus forte à certains endroits ou par rapport à certaines personnes. Qu'est-ce que toi tu en penses ? Mais je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai parce que moi je suis née donc en Wallonie, voilà, où j'ai grandi, où j'ai vécu toute ma vie de jeune adolescente et de jeune femme adulte. Et c'est vrai que nous n'avions pas, nous, de problème avec la religiosité ou la religion de nos parents. C'était pas du tout quelque chose qu'on mettait en avant. C'était vraiment
une situation qu'on vivait de manière intramuros, c'est-à-dire à la maison avec nos parents, on fêtait l'Aïd, il y avait le Ramadan, mais une fois franchi le seuil de la porte, c'était plus du tout quelque chose qu'on évoquait avec nos amis, ou voilà, c'était quelque chose qui était strictement personnel et de l'ordre de l'intime. Nous, on a découvert l'islam politique, nous, jeunes, toute petite adolescente, puisque j'ai l'âge que j'ai, fin des années 60. Mais tu es c'est très jeune. Oui, enfin. c'est ça, quoi. On a découvert l'islam politique avec l'Iran, voilà, avec la révolution iranienne en 78, où on voyait l'ayatollah Khamenei prêcher à partir de Paris d'ailleurs, où il envoyait ses cassettes en Iran pour fomenter la révolution. Et cette révolution islamique, pour nous, c'était quelque chose qui nous révélait tout à coup un islam autre que l'islam de nos parents, tout à fait pacifiste et je dirais familial et intime. Tout à coup, on avait un islam politique. Et c'est là où on a commencé à prendre conscience de ça. Mais c'était loin, c'était l'Iran. Donc, ça ne nous parlait pas encore vraiment. Et puis, c'est vrai que cet islam, je dirais, fondamentaliste, a quitté, en tout cas, enfin, n'a pas quitté, mais en tout cas a essaimé, est arrivé chez nous dans le Maghreb. Et aujourd'hui, on le voit à travers notre jeunesse et par le biais de ces guerres en Iran ou en Libye notamment, et en Afghanistan et en Irak pendant les années 2000. Donc c'est vrai que c'est là où on a réalisé réellement que tout à coup, l'islam pouvait être un islam politique et un islam, en tout cas une revendication pour certains comme étant la raison de la guerre ou du terrorisme. Donc c'était complètement en opposition à ce que nous avions connu nous dans les années 80, 90 en tout cas. Et c'est vrai que le 11 septembre, tout à coup a révélé autre chose, une autre facette de cette religion. Parce que bien sûr que ce n'est pas l'islam qui vous demande d'aller tuer des innocents, ça on le sait, je crois que n'importe quel individu sain d'esprit le sait. Mais je pense qu'il faut encore plus le Il répéter. faut le parce que j'ai répéter, l'impression oui, que c'est tout à pas encore fait. bien marqué Oui, dans c'est clair. certains esprits en tout Tout cas. à fait. Mais au demeurant, ces jeunes se revendiquent de l'islam et c'est là qu'il faut essayer de comprendre pourquoi. Et c'est sur ce travail-là, et c'est là où le travail doit être fait, je crois. Ça. Justement, pour rester un peu dans le même thème, donc tu as effectivement évoqué, donc on a évoqué le livre, Je ne suis pas raciste, mais et tu as évoqué les jeunes et le fait d'aller dans les écoles pour t'adresser à eux. Qu'est-ce que de manière générale, bien entendu, le but n'est pas de faire de raconter tout le livre, mais qu'est-ce que tu leur dis ou donnes comme message d'espoir à tous ces jeunes, qui soient arabes ou non arabes, hein, de manière générale, pour justement, effectivement, essayer de garder la tête hors de l'eau et montrer qu'effectivement, demain, ce sera peut-être mieux. Moi, je leur dis qu'ils doivent réaliser qu'aujourd'hui, on vit dans une société multiculturelle. C'est une réalité. Voilà, nous sommes dans une société où il y a des mouvements migratoires depuis maintenant quand même 50 ans, voilà, depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a une première vague d'Italiens, de Polonais, de Maghrébins, de Turcs. Aujourd'hui, nous avons une autre immigration qui arrive. Donc, c'est clair que nous vivons dans une société mouvante, dans une société qui bouge, où je leur explique que le racisme, c'est une énergie perdue. Voilà, c'est une énergie qu'on dépense à détester l'autre, qui ne nous permet pas de grandir ou d'évoluer. Donc, autant utiliser cette énergie à autre chose, c'est-à-dire construire, essayer de comprendre l'autre dans sa différence. Mais quand je dis ça, je mets l'accent sur les deux communautés. Parce que je dis aussi aux jeunes issus de l'immigration dont je suis issue et qui sont aujourd'hui mes enfants, pratiquement, je leur dis, le travail doit être fait des deux côtés. Et nous avons, nous aussi, un travail à faire. Ce n'est pas toujours d'attendre de l'autre à ce qu'il fasse un effort. Nous devons faire un effort, nous aussi, pour essayer de trouver un mode de vie, une manière de pratiquer, une manière de vivre notre culture, notre religion, tout en respectant la culture dominante, qui est même une culture judéo-chrétienne. Donc, le travail doit être fait dans les deux sens, mais ce n'est pas toujours à l'autre aussi de faire ce travail en lui disant voilà, vous nous acceptez et nous avons le droit de faire ceci ou cela. Non, il y a une culture très belle, occidentale, une culture des Lumières, une culture qui est là depuis 2000 ans, et on doit nous aussi faire un travail pour s'adapter. Et dans l'autre sens aussi, comprendre l'autre qui vient avec sa différence, avec sa richesse, avec sa diversité, avec ses difficultés aussi. Donc je leur explique que c'est plutôt là qu'il faut travailler, et non pas en essayant de rejeter l'autre et de rester dans son coin, en essayant de refuser de voir l'autre tel qu'il est, ou en essayant de faire un pas vers lui. Bon, après, je prêche un peu, je veux dire, je suis un peu comme une prédicatrice, mais je crois que c'est utile de le faire, parce que même si sur l'instant ça paraît un peu théorique ce que je dis, je crois que dans la vie de tous les jours, c'est dans un travail de quotidien qu'ils peuvent appliquer ce genre de choses.
Tout à fait. Pour enchaîner dans le thème des jeunes, tu animes des ateliers d'écriture. Oui. Et justement, tu en as un aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ça se passe Alors, comment? les ateliers d'écriture, là c'est plutôt des ateliers théâtre que je fais ici D'accord. à la Maison des Cultures. Donc je travaille avec deux groupes, en fait. Je travaille avec un groupe d'adultes le mercredi. On est dans des créations, donc on essaie de trouver des thématiques qui puissent nous toucher et puis nous amener à monter sur scène. À un moment donné, enfin je dis nous, c'est plutôt eux. Et puis je travaille avec un groupe de jeunes le vendredi, donc avec des jeunes de maisons de quartier ou des jeunes qui viennent de manière individuelle. Et donc l'idée c'est vraiment de travailler justement, de leur permettre de leur donner un espace de liberté, un espace d'expression. La scène est un espace d'expression, c'est un espace de neutralité, donc c'est un endroit vierge et on a le droit d'être quelqu'un d'autre, on a le droit d'exprimer sa pensée, d'exprimer ses opinions, d'exprimer ses revendications et donc c'est cet espace-là qui pour moi est important parce que ça leur permet d'être quelqu'un d'autre. Et de permettre d'être quelqu'un d'autre, ça vous donne aussi une perspective sur vous-même et ça vous permet de mieux vous retrouver et de mieux vous connaître. Donc le théâtre a cette magie-là, c'est de s'extraire de soi, pour nous permettre de revenir vers nous-mêmes par la suite et de mieux comprendre qui nous sommes. Donc voilà un peu le travail que je mène de manière générale avec ces jeunes et ce groupe d'adultes. C'est excellent en tout cas. Mais je vous remercie, je te remercie Marcus. Et en fait ce lundi-ci, 29 novembre, il y des lecture de la pièce Un homme libre. Est-ce que tu sais nous expliquer c'est quoi? Un homme libre, c'est un texte que j'ai écrit pour des comédiens professionnels. Là c'est mon premier texte réellement pour des comédiens professionnels. Avec l'envie évidemment de monter cette pièce un jour dans un théâtre. C'est un texte que j'aime beaucoup parce que c'est un texte qui parle de la transmission entre les trois générations de l'immigration, enfin le grand-père, le père et le fils. Et c'est, si vous voulez, un grand-père qui est très croyant, un fils qui ne l'est pas du tout et qui lui-même a un fils aussi qui revient vers la foi et la religion. Donc c'est un peu ces trois générations et c'est Adam, donc c'était ce personnage principal qui est un peu tiraillé entre son père et son fils et qui va vivre un burn-out et c'est pendant ce burn-out que tout à coup tout va revenir et que sa vie va être mise en question. Donc c'est un texte que j'aime beaucoup parce qu'il est un peu le reflet de ce que nous connaissons aujourd'hui. Au sein d'une même famille, vous avez des gens qui croient, d'autres qui ne croient pas et qui détiennent la vérité. C'est ça qui est important aussi dans ce texte-là, c'est que je dis personne détient la vérité, personne a la vérité, ni le croyant ni le non-croyant. Modestement et humblement, je pense que nous avons tous notre vérité et qu'aucune n'est meilleure que l'autre. Voilà. Et donc c'est le respect de l'autre dans sa pratique et dans sa croyance, c'est ce qui m'intéresse aussi. D'accord. Et justement, on va rester dans les pièces. Donc, on va revenir à la pièce de théâtre Sucre Venin et Fleur d'Oranger. Donc, le projet que tu as géré, chapeauté, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça a démarré et donc, tu nous dis maintenant que la pièce circule un peu partout. Tu sais nous expliquer comment Sucre Venin, c'est une pièce. En fait, c'est un atelier théâtre que j'ai débuté à Dar-el-Amal, qui est une maison de femmes, qui est pas loin d'ici d'ailleurs, pas loin de la Maison des Cultures où nous trouvons. Et c'est Ben Amidou, qui est un comédien et qui est aussi président de la SBS Moners, qui m'a demandé de venir animer un atelier à Dar-el-Amal. J'ai accepté, à l'époque je vivais à la Louvière, donc je faisais la route comme ça tous les mercredis pour venir rencontrer des femmes. Et je leur ai dit, voilà, moi j'ai envie de faire quelque chose d'un peu singulier, j'ai pas envie qu'on fasse une petite piécette où ça va être vu par la famille et puis ce sera terminé. J'ai envie qu'on ait un vrai projet d'envergure, qu'on ait un vrai message, qu'on puisse avoir quelque chose qui tienne la route. Alors j'étais partie comme ça dans des ambitions démesurées. Elles m'ont regardé avec des grands yeux en disant, bon, elle vient de la Louvière, c'est une Wallonne, elle n'y comprend rien, elle verra que c'est pas comme ça que ça se passe. Eh bien, on y est arrivé. Et en fait, Sucre Venin, c'est d'abord une comédie. C'est une comédie justement toujours avec les 4 générations, la grand-mère, la fille, les petites filles et puis les arrière-petites filles. Tout ce beau monde vit au sein d'une même maison et c'est les relations qui peuvent exister entre ces femmes. Et comme c'est sur le ton de la comédie, on rit beaucoup. Évidemment, l'arrière-grand-mère qui a une complicité folle avec son arrière-petite-fille, mais qui déteste sa fille. Et donc il y a beaucoup c'est très drôle et donc
on bouge beaucoup, vraiment, on a rempli le CAI Théâtre, il y a eu 700 personnes au CAI Théâtre, donc c'était quand même assez extraordinaire. La Maison des Cultures, on l'a joué 5 ou 6 fois ici. Là, on va à Mons dimanche, on va à Charleroi, très bientôt à Namur, voilà. Donc ça tourne, et c'est quand même assez exceptionnel parce que c'est des femmes dont c'est pas le métier, mais elles ont vraiment une rigueur et un talent de vraies comédiennes professionnelles. Excellent. Excellent. Eh bien, écoute, est-ce que tu as un mot à ajouter D'abord, Marcus, je voudrais te remercier parce que je me suis vraiment bien amusée à te parler. En tout cas, tes questions étaient très pertinentes, donc je prends beaucoup de plaisir à Et c'est pas encore fini. Oui, c'est ça. Le pire ou le meilleur est à venir. Écoute, vraiment, je te remercie parce que c'est très important de pouvoir avoir du temps pour parler de son travail et je trouve que tes capsules permettent ça, donc c'est génial. Je te remercie beaucoup. Ah ben, c'est moi qui te remercie d'avoir accepté de participer à l'émission. Magnifique. Et si tu avais un message à transmettre aux personnes qui nous regardent, ce serait lequel? Alors moi, je dirais aux personnes qui nous regardent d'être curieuses du monde, d'être ouvertes au monde et d'essayer d'aller au-delà de ce que nous offre parfois l'actualité. Que nous sommes à Molenbeek, il y a des choses extraordinaires qui sont ici. Moi, j'y travaille depuis des années. Il y a des gens formidables. Il y a des gens qui ne demandent qu'à être compris aussi dans leur quotidien. Et donc, c'est ça. C'est vraiment d'essayer de faire en sorte que nous puissions nous comprendre les uns les autres et que les gens puissent voyager. Je crois qu'on est aussi dans un tout petit pays. Et j'observe, moi qui bouge beaucoup, que nous sommes enfermés dans notre quotidien et dans notre bulle. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est que vraiment il faudrait qu'on puisse bouger un peu plus, se rencontrer. Alors je ne sais pas par quel biais, moi je trouve que la culture permet ça, la culture, peut-être aussi des événements sportifs, mais qu'on puisse aller les uns vers les autres, ça c'est très important. Oui, tout à fait. Je te l'avais dit au téléphone également, c'est également mon but de casser justement tous les clichés qu'on a pu entendre dernièrement sur Molenbeek, si je le dis à la française, mais donc Molenbeek-Saint-Jean. Et voilà, c'est une commune que je connais. Je viens de temps en temps boire des verres dans quelques cafés à Molenbeek. Et on mange très bien à Molenbeek. Il y a des snacks extraordinaires, des petits restos sympas. Franchement, il faut être très généreux. Donc, on mange bien pour pas cher. Donc, ça, c'est bien aussi. Mais je pense que c'est important que les personnes, de manière générale, s'écartent parfois un peu de la télé et d'un buzz négatif par rapport à certaines choses. Et j'imagine qu'effectivement, les habitants de Molenbeek sont en train de traverser des moments qui ne sont pas forcément très réjouissants. Surtout que quand toi-même, dans ta vie, tout se passe bien finalement. Tes voisins vont bien, ta vie de manière générale va bien et tu as une sorte d'épée de Damoclès. On ne sait pas vraiment quelle est la nature de cette épée de Damoclès, mais elle est au-dessus. Tout en minimisant pas les problèmes, évidemment, et les difficultés, parce qu'elles sont là, et évidemment, elles sont réelles, mais il faut mesurer, il faut équilibrer tout ça. C'est pas aussi non plus, dramatique, même si ça l'est, je ne dis pas, évidemment, il s'est passé des choses dramatiques ces dernières semaines. Ça, c'est sûr. Mais je crois qu'il faut qu'on puisse avancer, et avancer, c'est aussi reconstruire. Et reconstruire doit se faire de la manière la plus merveilleuse possible et la plus joyeuse possible. Tout à fait. Eh bien écoute, merci pour l'interview. Maintenant, nous allons passer à la partie magie et je vais essayer de t'éblouir comme je le disais au début, Malika m'a ébloui avec ses textes. Donc merci, on va essayer ça. À tout de suite. Alors, justement, comme je te disais au début, on va rester dans le thème. Donc le tour de magie sera justement en rapport avec ça. On va voir s'il y a une connexion qui s'est installée entre nous, purement et simplement par rapport au niveau artistique. C'est-à-dire que j'ai déjà lu la moitié de tes œuvres, on va dire. Donc je me dis, est-ce qu'il y a peut-être une connexion pour que je puisse finalement pénétrer ton esprit et essayer de voir ce que tu vois toi-même. Je vais t'expliquer ce qu'on va faire et tu vas directement comprendre. Je vais effeuiller n'importe quoi, le livre bien entendu. Je vais effeuiller le jeu, tu me dis stop, le livre, je vais y arriver 2 fois. Donc je vais effeuiller le livre et tu me dis stop quand tu veux pour t'arrêter sur n'importe quelle page. D'accord ? Stop. Alors tu regardes bien le premier mot ici, juste en dessous de mon doigt. Ouais. Tu vois ? Ouais. C'est bon ? Tu l'as bien en tête, oui. Ok. Alors, imagine... essaie de mettre ce mot dans diverses situations. Si c'est quelque chose où tu peux mettre une couleur dessus, essaie de lui donner une couleur très très vive. Si c'est par exemple
une chaise par exemple, donne-lui une couleur bien rouge pour que ce soit bien présent dans ton esprit et envoie-moi l'image. Alors c'est déjà pas petit, ne me dis ni oui ni non, hein, mais c'est déjà pas petit. J'ai l'impression que c'est effectivement, ça peut être assez imposant et ça dépend effectivement si on se trouve dans une maison ou dans une usine. Oui. C'est très très chaud, j'ai un sentiment très très chaud. Oui. Tu brûles? La première lettre c'est un C, c'est ça? Oui, tout à fait. H. Oui. Cheminée. Magnifique! C'est bien ça? Oui! Super. Génial! Excellent. Donc, c'est déjà un bon début. Wow. Donc ça veut dire qu'effectivement il y a une connexion connexion. intéressante qui s'opère. Maintenant, j'aimerais essayer d'aller plus loin encore parce que en n'ayant même pas le bouquin en main. C'est-à-dire que je vais te demander de choisir le bouquin de ton choix, celui Ok. que tu veux. Tu peux le. Celui-là. On va prendre celui-là? Oui. Ok. Alors, j'imagine que même si tu l'as écrit, tu ne connais pas le livre par cœur. Bien sûr C'est-à-dire que que non. si je te dis la page 15, tu ne sauras pas me dire Évidemment. tout ce qu'il y a dessus, c'est Évidemment. logique, bien Oui. entendu. Donc, moi ce que je vais te proposer, de nouveau, je vais effeuiller le livre, et là, on va s'arrêter sur une page de livre, n'importe laquelle, dans ce D'accord. livre-ci. D'accord. Cette page-ci va indiquer la page où tu vas t'arrêter et tu vas lire le premier mot, la première phrase, voilà. Mais en tout cas, on va pas aller trop loin non plus. On va directement se baser sur le premier, d'accord? Ok. Alors, tu me dis stop quand tu veux. Stop. Top. Alors, tu veux prendre la page de gauche ou de droite? Celle-ci ou celle-ci? Gauche. Celle-ci? Oui. Ok, donc tu vois bien le numéro, hein? Oui. Ok, donc moi je n'ai pas vu. Non. Je n'ai pas du tout vu le numéro sur lequel tu t'es arrêté. Maintenant, tu peux prendre ce livre-ci. D'accord. Je vais me retourner et je vais te demander d'aller donc à la page en tant que telle et de lire de lire dans ta tête surtout. Donc là où tu t'es arrêté. Donc de lire le début? Simplement le premier mot ou la première phrase Oui. de la page où tu t'es arrêté à la première ligne. Donc. D'accord. Est-ce que tu l'as? Oui. C'est bon? Oui. Ok. Je vais. Ouh, c'est ambivalent. Ça me dit rien du tout. Hein. Je sens comme une ambivalence entre entre deux idées. C'est très très perturbant comme sentiment parce que j'ai le sentiment, et dis-moi oui ou non, j'ai le sentiment que le premier mot peut être assimilé à quelque chose qui normalement à la base peut être très bien et et sentimentalement très fort. Oui. Et à côté de ça, j'ai l'impression que ce qui suit est complètement l'opposé et justement très très destructeur et très très mauvais. C'est tout à fait ça. Alors là. Et donc on va d'abord se baser sur la première partie. Le premier mot en tant que tel commence par un F, c'est ça? Oui. Le mot c'est famille. Oui, c'est Et incroyable. par contre le reste c'est famille d'un viol collectif Mais c'est pas possible, c'est extraordinaire. fait par la milice russe. Oui. C'est bien ça? Mais oui, c'est ça. mais Est-ce que c'est tu pas peux montrer à possible. la caméra où tu veux? Je vais peut-être approcher le... Enfin, Voilà. Marcus. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Très impressionnant. Alors là, donc t'as tout réécrit, tout a été réécrit là, c'est pas possible. Non, tu peux voir que voilà. Alors là, c'est un vrai tour de magie. Hein. Eh bien Alors là, voilà. c'est Comme quoi, effectivement, extraordinaire. nous sommes donc à la conclusion, comme quoi, effectivement, en donnant tout ce que tu as de mieux en toi, en le couchant sur le papier, tu peux parfois créer des choses magnifiques et merveilleuses et qui vont au-delà de simplement ta main, simplement ton bouquin. Allez, Marcus, top là. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. En tout c'est cas, super. un tout au remercie d'avoir accepté l'émission Merci une à fois de toi. plus. Et Je suis je te ravie. souhaite une très très bonne continuation. Et j'imagine que tu as plein de projets en tête et Il y en a dans pas ton mal. sac, Il y en a beaucoup. dans ta malle magique. Faut juste À que toi. ça aille jusqu'au bout. Mais je te remercie en tout cas, et puis toi aussi. Hein. Merci beaucoup. En tout cas, le tour de magie, top. Hein. Merci Super. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Super. Au revoir. Eh bien, à très bientôt.
J'espère que cette séquence vous a plu et que ça vous a donné envie de vous jeter sur ces œuvres. En tout cas, je ne peux que vous le conseiller. Dans tous les cas, je remercie du fond du cœur Malika pour le temps qu'elle a consacré à l'émission. Et je lui ai dit personnellement, mais j'étais ravi de découvrir que la grandeur d'âme qui transparaissait à travers ses livres se reflétait parfaitement dans sa personnalité. Voici le moment de dépêche qui arrive. Et cette fois-ci, on va aller chercher dans ce bouquin qui regorge de tellement de choses intéressantes que j'imagine qu'elle s'y trouve dedans. Alors, c'est pas là. Ah, je pense que... Non, c'est pas là non plus. Ah effectivement. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette fois-ci? Chaque fois que vous regardez une émission de télé-réalité, un livre se suicide. J'aurais pas mieux dit. L'émission arrive bientôt à sa fin, mais avant ça, j'ai une parenthèse à faire pour les magiciens. Chers amis, chers confrères magiciens, j'ai une annonce de la plus haute importance à vous faire. Si vous ne le saviez pas déjà, il faut savoir que notre cher ami Thierry de la boutique AET Magic Shop reprend les conférences cette année-ci. Et donc effectivement, vous retrouverez dans la description de la vidéo un petit lien qui vous permettra d'avoir toutes les informations sur les 3 conférences qui sont prévues cette année-ci. À savoir Johnson Kieron, ou Kieron, David Stone et Nathan Krenzo. Il faut savoir que si vous prenez les 3 conférences en un coup, vous aurez non seulement un prix très avantageux, mais également il y aura une petite surprise sur le côté. Vous verrez toutes les explications sont sur le site. Vous constaterez également sur le site que les conférences ne vont plus se dérouler à la boutique de magie, mais dans une salle qui se trouve à côté de l'hôpital Erasme et où il y aura même moyen de manger. Pour ceux qui avaient l'habitude d'assister aux conférences de Thierry, vous saurez sûrement que je serai bien entendu présent pour assister Thierry, comme d'habitude. Et j'espère vous y voir nombreux, au même titre que Thierry, bien entendu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à aller sur le site, bien entendu, ou prendre directement contact avec Thierry. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je peux également faire le lien, ça ne me dérange pas du tout. Un dernier petit mot avant de nous quitter. Au moment où je tourne ceci, nous sommes le 28 mars, donc quelques jours après des événements tragiques. Pas seulement au niveau de Bruxelles, mais un peu partout dans le monde entier finalement. Et je vous dis tout, au départ j'avais écrit le scénario d'une manière bien précise, que j'avais envoyé donc au Loller pour review. Et au dernier moment j'ai changé d'avis. Pas que je ne croyais plus en ce que j'avais mis dedans, mais je voulais que l'émission reste la plus positive possible et la plus divertissante possible. J'espère que le but est atteint. Et mais dans tous les cas, je voulais quand même vous dire que le but est de rester le plus uni possible. Est-ce qu'on voit bien à la caméra? Alors que certaines personnes veulent nous désunir. Or, la vie est une fête. Et justement, là où certaines personnes nous parlent de remettre des frontières, de construire des murs, non, construisons justement des ponts et restons le plus unis et le plus soudés possible. Parce que la vie est une fête, alors sachons danser dans cette vie. Et bien nous voici au terme de cette émission, j'espère que vous a plu. Qu'on se connaisse ou pas, j'aimerais vous dire que je vous aime. Voilà, c'est gratuit, c'est cadeau. On ne se le dit pas assez souvent et j'estime que c'est vraiment très important. Dans tous les cas, prenez bien soin de vous, mais quand je le dis, je le pense vraiment. Prenez vraiment bien soin de vous. Et je vous retrouve à une prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!